Dans cette communication, je vais me concentrer sur, pour ne pas trop me répéter, ni pour répéter ce qu'a dit Comme aussi, qui a génialement enchaîné beaucoup d'histoires des conventionnels et de leur famille. Je vais parler donc d'un aspect qui m'avait frappé en travaillant, c'est-à-dire les réseaux de secours, ce qu'on appelle en anglais un support system. Donc, je vais vous citer quelques exemples de support system, mais je vais commencer par un cas précis, une histoire d'enfance. En septembre 1792, Jean-André Serre, S-O-R-S, a 6 ans. Son père, Jean-Pierre Serre, négociant, armateur, protestant, député de Bordeaux à la législative, n'a pas été réélu à la Convention. Il ramène donc sa famille à Bordeaux, il était à Paris, où il remplit désormais un rôle administratif. C'est donc un acte révolutionnaire, disons, de second rang, de deuxième rang. Néanmoins, ayant protesté contre l'arrestation de ses amis girondins en juin 1793, Serre père est recherché et doit se cacher avec l'aide de ses amis chez un capitaine de vaisseau. Il est amateur. Sa femme, Suzanne, quitte leur maison séquestrée pour se réfugier chez son frère à Pion, avec les 4 enfants. Le père de famille sort finalement de son abri le 17 frimaire de l'an 3 et les Serres rentrent à Bordeaux dans un wagon tiré par les bœufs, se souvient le fils. La maison n'étant plus habitable et les vaisseaux de son père ont été saisis, c'est la grand-mère paternelle, comme dans tant de cas, qui reçoit la famille près de Carcassonne. L'éducation des 4 garçons se déroule sous le signe du hasard. Ils fréquentent plusieurs écoles, centrales ou autres, où selon Jean-André, l'enseignement est médiocre. Mais lui est pris en main en 1806 par un ami d'enfance de son père, protestant aussi. Il s'agit d'André Jambon Saint-André, ex-membre du comité de salut public, que Serre décrit comme un terroriste assagi mais non repenti, et qui est alors préfet de Montonnerre en Rhénanie. Et avec son appui, le jeune Serre est admis dans l'administration et finit préfet lui-même sous Napoléon, puis sous les régimes suivants. Et c'est grâce aux mémoires qu'il rédige à l'intention de ses propres enfants que nous avons ce témoignage assez rare sur une enfance sous la Révolution. Selon Emmanuel Furex, que Comme avait cité aussi, il manque à ce jour une véritable sociographie de fils et de filles d'acteurs révolutionnaires, dont il dit qu'une telle étude serait, quelles qu'en soient les difficultés, il n'a pas tort, notamment archivistique, particulièrement féconde. Alors, sans prétendre le faire, et je suis dans les pas de Comme là, je vais quand même citer quelques exemples. Dans l'exemple de la famille Serre, on voit plusieurs maillons dans une chaîne de secours qu'on retrouve ailleurs, un abri offert non sans risque par la famille immédiate ou des amis de longue date, la solidarité professionnelle, géographique ou politique qui intervient pour aider les enfants démunis ou peut-être détachés de leur famille d'origine après la Révolution. Et dans ce cas particulier, un réseau confessionnel, car le protestantisme et sans doute les attaches bordelaises de Jambon Saint-André semblent avoir primé les différences politiques entre celui-ci, associé de Robespierre, et Serre, ami des Girondins. Quant aux opinions du jeune Jean-André, on constate, après coup, et selon ses mémoires, qu'il admire le régime consulaire, et qu'il devient un administrateur aimant l'ordre sous Napoléon, qu'il pardonne mal aux Bourbons, qu'il sert cependant après 1815, mais accueille avec enthousiasme la Révolution de Juillet,
préférence qu'on retrouve chez nombre de fils de conventionnels. Comme l'a déjà remarqué Sergio Luzzatto dans son livre Pionnier, un livre absolument excellent et inspirant. Il se trouve par exemple que François Guizot lui-même est le fils d'un révolutionnaire protestant de Nîmes. Guizot avait 6 ans quand son père a été exécuté en 1794 comme fédéraliste. Sa mère emmène le jeune Guizot à Genève, vraisemblablement chez des amis protestants, et dans ses mémoires, celui-ci écrit « Je suis de ceux que l'élan de 1789 a élevés et qui ne consentiront point à en descendre. » Bon, je laisse Guizot là, mais étant donné leur âge, comme vient de dire Gaume, les membres des assemblées révolutionnaires étaient pour la plupart, disons, dans la fleur de l'âge ou assez mûrs pour être pères de famille. Et nombre d'entre eux avaient des enfants d'âge différents, mais pas mal en bas âge. Et la famille d'un acteur révolutionnaire avait de fortes chances d'être ébranlée par la Révolution. Les études prosopographiques, comme par exemple de Michel Biard, a conclu que plus de 80 conventionnels ont péri d'une mort violente, exécution, assassinat ou suicide, et que plus d'un tiers d'entre eux ont connu la prison ou la clandestinité, en tout cas l'absence. Marisa Linton a souligné la spécificité de la terreur des hommes politiques, c'est-à-dire qu'ils avaient de plus fortes chances d'être inquiétés pendant la Révolution, mais encore après peut-être. Et j'avais commencé cette recherche avant la publication, qui est absolument merveilleuse, du nouveau dictionnaire des conventionnels, qui va être d'une grande aide parce qu'on a insisté sur l'inclusion de détails sur la famille qui n'existait pas dans un même endroit avant. La famille Serre, malgré quelques années éprouvantes, est sortie relativement indemne de cette époque. D'autres ont connu un sort plus tragique. Quelle possibilité alors d'aide ou de secours se présenter aux enfants de la Révolution? Première possibilité, j'ai juste une petite image, et voilà, ça c'est Jean-André Serre, c'est la seule image que j'ai de lui. Mais je reviens aux enfants. Première possibilité, protéger sans en avoir vraiment le choix, la famille immédiate. Et je prends comme exemple les Girondins de Bordeaux. C'est souvent la mère qui constitue la première ligne de défense. Et je dois dire qu'en cherchant cela, j'ai trouvé un certain nombre de mères tigres, comme on dit. Suzanne Pétion, par exemple, dont je ne vais pas parler, mais enfin, elle n'abandonne pas la lutte pour protéger son fils. Les députés de Bordeaux à la Convention, le noyau dur des Girondins, si vous voulez, nous offre l'exemple de tout un groupe ayant ce profil. Une demi-douzaine de ces hommes se connaissaient très bien: Boyer-Franfert, Ducos, Jansonet, Grangeneuve, Cadet et Vergniaud. Ils sont tous morts sur l'échafaud en 1793-14, laissant orphelins une douzaine d'enfants. Seul Vergniaud n'a pas d'enfants. 4 de leurs épouses étaient enceintes quand leur mari est arrêté, donc plusieurs enfants sont nés après la mort du père. Ces hommes appartenaient pour la plupart à la bourgeoisie bordelaise, tout en étant détachés par leur vue politique, notamment par leur appartenance à la Société des Amis des Noirs. Leurs femmes, devenues veuves, se connaissaient aussi pour avoir voisiné à Paris. Les familles étaient souvent logées à la même adresse, ou tout près, autour de la Convention souvent. Mais les veuves rentrent toutes à Bordeaux. Pour citer juste un exemple, la famille vient à leur aide. Justine Fonfred, née Ducos, les deux familles étaient liées, trouve refuge avec ses 3 ou 4 enfants dans l'hôtel Fonfred.
chez ses beaux-parents, riches, car la maison de son mari avait été confisquée. Malgré les différences politiques qui existent, elle est prise en main par le réseau familial, car les enfants restent apparemment à Bordeaux sans trop souffrir par la suite. Son fils Henri, par exemple, s'allie plus tard à son oncle Armand Ducos dans une entreprise commerciale avant de devenir journaliste libéral, puis député orléaniste après 1830, encore un sympathisant de Juillet. Et les deux sœurs d'Henri, nous savons qu'elles ont survécu, je cite, très connues et estimées à Bordeaux, où elles sont parvenues à un âge avancé. C'est comme une sorte de réinsertion sans trop de mal, semble-t-il, quand les enfants avaient grandi. L'existence matérielle, en tout cas, de ces enfants semble avoir été assurée, et même chose chez d'autres familles, par exemple chez les Grangeneuve. La veuve Marie-Thérèse Guadet, en contraste, contrairement, est moins fortunée, car toute sa famille, à elle, est en péril pour avoir hébergé son mari. Et à son propos, nous savons par un témoin fiable que les familles des députés girondins, même si les ressources ne manquaient pas, ont souffert d'un certain ostracisme à Bordeaux, sans doute pour avoir attiré des malheurs sur la ville. Quand le sympathisant girondin Louis Bosc, dont Nathan va seulement parler, rend visite à Madame Guadet en 86, elle fond en larmes. Et Bosc écrit « Les Girondins ne sont pas mieux vus à Bordeaux qu'ailleurs. Et si les familles des victimes de la terreur ne se voyaient pas entre elles, vous notez la formule, la victime de la terreur qu'il emploie, elles vivraient aussi isolées à Paris que la femme de Brissot. » La famille de Brissot est très intéressante, mais je n'ai pas le temps de parler de cette famille en ce moment. Donc, un réseau de solidarité affective semble donc avoir relié, faute de mieux, les veuves et peut-être les enfants des Girondins, dont la ville de Bordeaux ne veut pas, dans un premier temps, se souvenir. Coda, cependant, à cette histoire, la réputation des Girondins subit évidemment des hauts et des bas au XIXe siècle. Et si un monument à leur mémoire est finalement érigé, c'est grâce à l'initiative précisément de leurs descendants. Julien Guadet, architecte et petit-neveu du conventionnel, le propose en 1868 et le conseil municipal de Bordeaux finit par approuver le projet à la suite d'une conférence publique par Armand Ducos, petit-neveu à la fois de Ducos et de Fonfred. Voici le monument. C'est un monument assez grandiose de 1902, très Troisième République, qui existe toujours, place des Quinconces à Bordeaux. Mais je répète que c'est à l'initiative des descendants des familles des Girondins qu'elle a été érigée. Deuxième scénario possible, l'intervention de collègues ou amis politiques et quelquefois d'autres horizons. Dans ce cas, les enfants des acteurs révolutionnaires bénéficient d'une solidarité politique du fait des ex-amis de pères de famille disparus. Je prends quelques exemples, et ce sont surtout des garçons. C'était d'ailleurs le cas de Dora Roland et de Suzanne Lepelletier, dont qu'on m'a parlé, deux filles de révolutionnaires célèbres que je n'évoque pas ici. J'ai juste une image de Dora Roland dont vous allez entendre beaucoup plus par Nathan, qui a été fait par Lavater en 1787. Donc c'est d'époque. Et on a souvent dit qu'elle se sent un tout petit peu à l'écart de ses parents accaparés par la Révolution ou par leur travail en ce moment-là. Mais je dirais juste à ce propos que le cas des garçons est en règle générale beaucoup mieux documenté, beaucoup plus facile à suivre que le cas des filles. Comme vous avez trouvé, je crois,
car il s'agit souvent de trouver des appuis pour les garçons, pour leur scolarité. Il est vrai que oui, la scolarité des filles comptait aussi, mais on trouve par exemple au lycée Louis-le-Grand les registres où il y a des noms de garçons, et le cas échéant pour la carrière dans les armées, car énormément de cette génération d'enfants de la Révolution, les garçons se retrouveront dans les armées dans beaucoup de cas. Quant aux filles, les sources suggèrent que le souci de ceux qui les hébergent est souvent de les marier plus vite, ce qui est arrivé à la fois à Dore Roland et à Suzanne Lepelletier. Bon, je prends le cas de quelques garçons. Robert, ou plutôt Émile Babeuf, est né en 1782. Et à 12 ans, il aide déjà ses parents à la production du journal de la liberté de la presse, publié par son père. Après la mort de Gracchus Babeuf, Émile est adopté par Félix Lepelletier, le frère de Michel, le député assassiné, et oncle d'ailleurs de Suzanne, qui est aussi à sa charge. Félix avait été l'associé et bailleur de fonds de Babeuf jusqu'à la conspiration des égaux. Il s'agit donc d'une sympathie préexistante. Les frais de scolarité d'Émile, qui est placé dans une pension, sont assumés par Félix. Après les 18 primaires, ce dernier est condamné à la déportation. Les fonds tarissent. Émile quitte la pension en 1801 pour devenir libraire-éditeur, projetant notamment de publier des écrits de son père. Il a d'ailleurs des démêlés avec Buonarroti. C'est une histoire fascinante d'ailleurs que je n'entends pas ici. Mais sa trajectoire personnelle prolonge donc les idées de son père. Et Émile est resté dans la mouvance où il a grandi, plus ou moins. Ce n'est pas le cas d'Horace Desmoulins, dont j'ai l'image célèbre. Orphelin à 2 ans, il est élevé par sa grand-mère, Madame Duplessis, la mère de Lucile. Elle bénéficie de l'aide de Guillaume Brune, militaire et plutôt maréchal de France, et de Fréron, tous les deux amis de Camille Desmoulins, mais dont les trajectoires ultérieures sont très différentes. Fréron, qui avait 6 ans de plus de Camille, l'avait déjà connu avant la Révolution au lycée Louis-le-Grand et au Cordelier. Il est thermidorien et vire vers la droite. Il aide quand même Horace, mais c'est Brune, en fait, qui écrit de sa part à Madame Duplessis le 13 pluvieuse, quelques mois après Thermidor. Je cite sa lettre qui est à la BHVB. Je viens d'écrire à Fréron, comme nous en sommes convenus. Voici, je pense, ce que vous devez lui demander. Qu'étant l'ami de vos enfants, de Camille et de Lucille, il fasse près des comités toutes les démarches convenables en faveur d'Horace, qu'il réclame pour lui les papiers de famille et les manuscrits de son père, qui doivent servir à son instruction. Il termine en disant « Les comités composés d'amis de la justice doivent être glorieux d'être utiles aux orphelins des patriotes. » Quant au soutien financier d'Horace, en 1796, Bayer, l'un des 72 députés emprisonnés pour avoir soutenu les Girondins, soumet aux Saxons un rapport concernant la pétition des veuves de Cara, Gorsas, Pétion, Valazé, Brissot et Philippot, presque toutes des veuves de Girondins demandant de l'aide, et sur l'intervention de Goupillot, on y ajoute le nom d'Horace Desmoulins qui est dans l'indigence. On lui accorde 2000 francs par an jusqu'à l'âge de 18 ans. Notons qu'Horace est associé aux subventions accordées aux enfants des hommes politiques que son père, à lui, a combattus. Il fera plus tard des études de droit, comme son père, mais délaissant la vie politique, Horace finira cependant comme planteur de café à Saint-Domingue, où il est mort jeune. J'ajoute, pas comme Robert Babeuf, il n'a pas suivi dans les pas de son père, si on peut dire. J'ajoute en passant que les 2 fils de Danton, ses contemporains et amis d'enfance, eux aussi élevés par des grands-parents, n'auront pas non plus
d'ambition ni même, paraît-il, d'inclination politique, même si ils insistent pour défendre la réputation de leur père. Le fils de Filippo, déjà évoqué aussi, fait partie du même groupe d'enfants. Auguste avait 7 ans quand son père a été guillotiné avec les dantonistes. Sa mère était bien plus démonie que Madame Duplessis d'ailleurs. Et nous savons que le secours précis qu'elle reçoit finalement est décrit dans une lettre à Madame Duplessis, car, comme nous le savons, les deux femmes sont très liées et les deux enfants, malgré une différence d'âge, ont l'habitude de jouer ensemble. Madame Filippo écrit « Les citoyens rebelles Merlin et François de Neufchâteau ont ordonné à une compagnie pour les salines de la République de me fournir le fonds nécessaire pour le cautionnement et les frais d'établissement du bureau de loterie où je suis nommé. Bonheur inespéré. Ce genre d'allocation, un bureau de loterie ou de tabac, était une ressource très prisée par les veuves à cette époque. Et malheureusement, j'ignore jusqu'ici ce qu'est devenu Auguste par la suite, mais il a été secouru. Dernier exemple, sous ce signe, Philippe Lebas, dont le père se suicide aux côtés de Robespierre le 9 Thermidor, quand le bébé n'a que 6 semaines et passe des mois en prison avec sa mère, Elisabeth Duplay. Encore une fois, il y a plusieurs des enfants qui passent des mois en prison avec leur mère. Elisabeth Duplay était de la famille Duplay, chez qui logeait Robespierre. Élevée dans cette famille, est-ce que j'ai... Oui, c'est lui, le vieux monsieur barbu, le bébé de 6 semaines, c'est le vieux monsieur barbu qui est Philippe Lebas, le jeune, entouré par les membres par Robespierre et les membres de la famille Duplay. Élevé dans cette famille, en honorant son père et Robespierre, Philippe Junior rejoint la marine puis l'armée de terre et sa carrière ultime comme érudit et percepteur du futur Louis-Napoléon est bien connue. Mais si je le cite ici, c'est à cause de son passage dans le collège de Juilly, collège ex-oratorion, célèbre et très bien réputé. Il y a été reçu et protégé par un ecclésiastique, le père Ballon, qui dit à sa mère, donc à Elisabeth Duplay, « Madame, je ne saurais prendre trop soin de votre fils. Son père m'a sauvé la vie. » On ne sait pas, mais vraisemblablement quand le collège avait été envahi par la foule et fermé sous la Révolution. Le jeune Philippe fréquente ce collège entre ses 12 et 14 ans, ce qui n'est pas très longtemps, il est vrai, mais ce soutien ecclésiastique est assez remarquable, anticipant peut-être sur sa capacité d'attirer ensuite l'attention de personnes avec qui ses idées, restées républicaines toute sa vie, ne cadraient pas. Donc, à travers ces quelques exemples de garçons, on voit que les veuves et les enfants d'acteurs politiques disparus doivent accepter l'aide là où elle se trouve, et que ce sont naturellement les acteurs survivants et ceux qui ont l'oreille du pouvoir après Thermidor qui ont souvent la possibilité de la dispenser, même si leurs positions politiques ont changé d'orientation. Troisième et dernier scénario, absence de solidarité. S'il n'y avait pas d'appui de ce genre, et cela a dû être le cas de pas mal d'enfants, d'acteurs révolutionnaires de tout niveau, que sont-ils devenus? Un cas singulier, celui de l'accusateur public associé dans l'opinion au tribunal révolutionnaire, Antoine Fouquier-Tinville. C'est aussi le père d'une famille nombreuse, 6 ou 7 enfants en tout. De son premier mariage, il a 4 enfants survivants, nés entre 1777 et 72, avant la Révolution. La mère est morte, les filles sont prises en charge par les parents en Picardie et ne voient plus, pour ainsi dire, le père. Son fils, quant à lui, s'engage à 16 ans dans l'armée en 1792. Et en deuxième noce, Fouquier-Tinville épouse la jeune Henriette Gérard Daucourt d'une bonne famille qui lui apporte une dot respectable. Elle accouche vers
1793 de jumeaux, un garçon et une fille. Et le ménage occupe un logement dans le palais de justice, littéralement au-dessus du tribunal. Fouquier-Tinville, on le sait, se consacre nuit et jour à son travail d'accusateur. Et après le 9 Thermidor, quand il a qualifié Robespierre et ses associés d'hors-la-loi, et les a donc condamnés sans autre procès, il se voit recherché et se constitue prisonnier à la conciergerie sans croire, semble-t-il, qu'il risque sa propre tête. Il a tout à fait tort car il est détesté de tous les côtés de la politique. Mais que deviennent sa femme et ses enfants après sa mort? Ses filles en Picardie continuent de trouver refuge. C'est la famille étendue qui change de nom. Aujourd'hui connue sous le nom de Fouquier-Derouelle, selon Wikipédia. Et sans doute essaie de l'oublier. Quant au fils, son carrière militaire est marquée par beaucoup de revers. Il va aux armées pour défendre la patrie, source d'honneur et d'orgueil en 92, mais il doit changer son nom de famille après la mort de son père. Il s'appelle Quentin Fouquier seulement, sans que cela l'aide beaucoup. Il vote contre la nomination de Napoléon comme consul à vie. Entre parenthèses, il y a pas mal d'enfants de révolutionnaires qui refusent ce vote, les fils Briseau par exemple. Et par conséquent, le jeune Fouquier se voit réformé, puis réintégré pour se battre en Espagne. Et après la restauration surtout, Quentin se rend compte que le nom de son père, qui n'est plus un secret, le signale comme un paria. Quant à la veuve de Fouquier, elle est laissée sans ressources, réduite à travailler pour vivre comme lingère. Elle ne peut espérer de secours des conventionnels survivants. Personne ne veut d'elle et elle n'aura jamais la possibilité de se remarier, comme lui recommandait son mari. Elle demande du secours plusieurs fois à la famille en Picardie, qui ne lui répond que rarement. Par exemple, vers la fin de sa vie, le 27 juin 1827, elle écrit encore « J'ai le malheur d'être la veuve de votre oncle. Mon mari ne m'a pas laissé de quoi avoir une livre de pain. » Le jumeau garçon meurt très jeune et la fille Henriette grandit dans la misère, puis entre au service d'une dame à Bourges. Elle porte le nom de sa mère, Fouquier d'Aucourt, et il est possible qu'elle n'ait jamais su qui était son père. Elle a le malheur d'épouser un homme violent nommé Pinel, dont elle se plaint dans sa dernière lettre. Le fonds Fouquier-Tinville est à la bibliothèque d'histoire de l'hôtel de ville. Quant à sa mère malade, elle meurt dans son logement au 6e étage à Paris en 1727, dans un dénuement extrême. Bon, c'était un cas évidemment notoire et exceptionnel, mais il y a dû y avoir pas mal d'enfants qui étaient ostracisés et qui ne trouvaient pas de secours. Le cas Fouquier-Tinville est bien sûr exceptionnel. Bon, vers ma conclusion, ce tour d'horizon très rapide n'a évoqué que quelques itinéraires qui nous permettent d'entrevoir une variété de réseaux animés par la volonté de subvenir aux besoins des familles qui, par leur participation aux événements révolutionnaires, se trouvaient dans le désarroi qui suit souvent des cataclysmes. Les enfants de cette génération avaient eux tous encore des jours difficiles à vivre. Je n'ai pas abordé la grande question de traumatisme, qui est un anachronisme et qu'on a commencé à appliquer à l'après-révolution, surtout pour les enfants qui ont vécu cette expérience très jeune, comme pour d'autres guerres au XXe siècle. Mais
la présence ou l'absence de réseau de secours a souvent déterminé leur avenir. À part leur propre vie, la réputation de leurs parents était à défendre ou des fois à déplorer. Les étiquettes ne manquaient pas, bien sûr. Terroristes, fédéralistes, corrompus, régicides, thermidoriens, girouettes. Et je terminerai sur un témoignage qui m'a frappé, qui a été évoqué plusieurs fois par Com, c'est le fils de Couton. C'est le petit garçon Antoine qui avait 6 ans, 5 ans, le 9 Thermidor de l'an 2 quand son père est mort. Ce passage est reproduit par Luzzatto dans son livre. Antoine a été obligé par son grand-père maternel de changer son nom de famille, de prendre le nom de famille de sa mère, mais une fois dans l'armée, donc le réseau familial a voulu faire oublier le passé. Mais devenu militaire, Antoine, sous-officier sous Napoléon, récupère son nom paternel. D'ailleurs, cela l'empêche d'être promu officier. Et il écrit bien des années plus tard pour défendre son père. Ces mots assez émouvants qui terminent sur une image qui revient sur la nature séismique. Je crois que c'est Nicolas qui a parlé de la révolution comme séismique. C'est littéralement l'image qui réémerge dans cette citation sur laquelle je vais terminer. Fils d'un bleu, je suis bleu moi-même des pieds à la tête. Pendant 10 ans de ma vie, j'ai combattu pour la France et mon sang a coulé pour elle par 12 plaisirs. Sous la Restauration, je rentrais dans la vie privée et ce furent encore pour moi des mauvais jours. Les émigrés rentrés avaient apporté avec eux ces fables ridicules. Ce fut un débordement d'outrage lancé sur les hommes de la Révolution. Mais enfin, le soleil de juillet brilla. Encore une fois, c'est juillet qui semble libérer quelquefois les mots et les passions. Des jours un peu meilleurs commencèrent à luire pour la mémoire de mon père. L'histoire, et encore la réécriture de l'histoire fut refaite en remontant aux sources véritables. Les pièces authentiques furent retrouvées et après vérification, il se trouve que ces hommes si diffamés, sur lesquels tant de boue avait été lancé, sortent triomphants de l'épreuve, pareil à ce groupe de l'art antique retrouvé dans les laves du volcan éteint. Je vous remercie.